Voilà, donc on démarre cette dernière table ronde de l'après-midi avec 5 minutes de retard. On a presque un petit peu plus de 2 heures pour 7 intervenants. Donc on va essayer de faire en sorte de donner à chacun à peu près un temps équivalent, mais qui ne soit pas trop long pour qu'on puisse garder du temps pour les interactions avec la salle qui ont été très nombreuses jusque-là et je pense qu'elles sont très importantes. Donc cette troisième séance, elle est construite finalement sur la base des 2 premières, c'est-à-dire que nous apportent les smart data, en quoi ça va changer la façon de produire finalement de la recherche, puisque c'est vraiment d'un point de vue de la recherche, mais aussi de la décision, et comment ça va changer l'information que l'on peut donner pour le décideur, et puis quelles sont finalement les méthodes que l'on utilise. Et l'objet de cette troisième séance, c'est de se poser la question dans la vraie vie de l'usage qui est fait à la fois de ces données intelligentes ou structurées ou smart, et puis de ces méthodes dont on a vu qu'elles étaient très smart. Même la méthode de microsimulation, je peux le dire maintenant que notre ami est parti, je pense que ça continue à être une méthode très importante, en tout cas, comme il l'a dit, sur finalement les interfaces avec la décision. Donc, ce que j'aimerais, c'est que chacun présente finalement l'exemple qui a été retenu pour illustrer ces possibilités d'usage finalement à la fois de smart data et de smart methods. Et puis ensuite, on ouvrira la discussion de manière un petit peu plus large avec l'ensemble des participants. Donc je passe tout de suite la parole à Jérôme Widvert. Oui, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de la vraie vie de l'évaluation. En fait, pas tout à fait, parce que je vais vous parler d'un projet qui vient à peine de démarrer, donc je vais pouvoir encore parler de manière un peu théorique, mais je vais quand même essayer de faire résonner mes propos avec les propos qui ont été tenus dans les 2 panels précédents. Donc je vais commencer par dire 2 mots des territoires de soins numériques. Donc les territoires de soins numériques sont conçus comme des expérimentations, hein. Et donc ça renvoie tout à l'heure aux méthodes de quasi-expérimentation, mais je m'y attarderai tout à l'heure. Donc il y a après un appel d'offres, 5 territoires ont été retenus, 4 en métropole, Aquitaine, Bourgogne, Rhône-Alpes et Île-de-France, et un territoire outre-mer, l'océan Indien, plus précisément la Réunion. Et donc l'équipe, je parle d'équipe parce qu'on est très nombreux, hein, l'équipe projet est à l'ISPED, à l'Université de Bordeaux, mais il y a beaucoup de partenaires engagés dans le projet. On a pour mission d'évaluer l'effet de ces territoires de santé numérique. Alors, qu'est-ce que c'est un territoire de santé numérique ? En fait, c'est une réorganisation des soins, essentiellement des soins primaires, grâce ou avec des outils numériques qui sont, selon les territoires, très variés. Ça peut être, généralement, les plus fréquents sur les territoires, ce sont des plateformes, des portails pour les patients, hein, notamment pour des plateformes d'information, des plateformes de coordination entre professionnels de santé. Ça peut être également des plateformes sur lesquelles sont collectées des informations sur la santé des patients et uniquement à usage des patients. Voilà, donc il y a toute une série, je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis que ça, mais vraiment, les expérimentations sont assez différentes d'un territoire à l'autre, hein. C'était un peu l'objectif, c'est faire des expérimentations différentes pour voir quelles étaient les perspectives les plus intéressantes, les initiatives les plus intéressantes. Donc c'était vraiment une volonté politique initiale d'avoir des initiatives locales et des projets différents. Donc je ne peux pas être plus précis, ou sinon il faudrait que je présente les expérimentations dans chaque territoire, ça serait très long et très fastidieux. Donc le projet d'évaluation, c'est un projet extrêmement ambitieux, hein, puisqu'il vise à évaluer à la fois l'effectivité, c'est-à-dire est-ce que les patients, les professionnels de santé utilisent ces outils numériques. Donc vous voyez, dans ces outils numériques, on ne parle pas ici d'objets connectés, hein, et très peu de télémédecine, hein. C'est vraiment plutôt des plateformes de coordination et d'information, hein. Ce n'est pas vraiment, sauf très marginalement, des objets connectés ou encore de la télémédecine. Donc l'effectivité, est-ce que c'est utilisé? Et puis, peut-être ce qui nous intéresse plus directement ici, est-ce que c'est efficace, au sens, est-ce que ça a un impact sur le parcours de soins, hein, sur le recours aux soins des patients, sur essentiellement. Et puis, il y a une dimension plus économique, qui est de dire, est-ce que c'est efficient?
est-ce qu'il y a un modèle économique pérenne à ces déploiements d'outils numériques sur les territoires, hein. Voilà, donc il y a un peu trois objectifs différents. Alors, il y a une dimension expérimentale, puisque seuls certains territoires sont concernés par ces initiatives. Donc on a utilisé de manière assez courante, on va dire, ce caractère expérimental en cherchant à construire des territoires contrôle. Hein, c'est ce qui a été fait dans d'autres types d'évaluations. Ce type de méthode est souvent utilisé dans les pays qui ont des États, les pays fédéraux. Les États fédéraux utilisent énormément ce genre de quasi-expérimentation parce qu'ils ont un système assez commun et puis des initiatives locales. Et donc c'est extrêmement pratique, hein. Le Canada, les États-Unis en particulier, utilisent beaucoup ce type d'expérimentation, hein, de quasi-expérimentation, puisqu'on peut suivre en parallèle deux territoires, sachant qu'un territoire, à un moment donné, a modifié, a changé de politique, hein. Donc c'est un peu ce design-là qu'on cherche à mettre en œuvre. Donc là, on est dans la première étape de construire ces territoires témoins. Donc c'est très compliqué parce que chaque territoire a une logique différente dans la construction de son territoire K, de son territoire expérimenté. Donc il faut coller aux logiques de chaque territoire pour essayer de construire un territoire le plus approchant possible en termes d'offres de soins, en termes de population. Et puis, pour utiliser les méthodes statistiques courantes dans ces cas-là, hein, il faut également que sur le ou les indicateurs privilégiés, l'évolution dans le temps soit commune. Donc ça, c'est évidemment très, très, très difficile, sachant qu'ici, on a des objectifs extrêmement variés, hein. L'objectif, c'est améliorer le parcours de soins, fluidifier le parcours de soins, éviter les hospitalisations inutiles, éviter les prescriptions non pertinentes, donc améliorer la prise en charge, hein, et réduire la consommation. Un peu, c'est vraiment cet objectif-là qui est derrière ces expérimentations. Donc il y a énormément d'indicateurs, donc c'est difficile de construire des territoires témoins qui soient appropriés pour chaque indicateur. Donc là, il y a en gros, tu m'arrêtes, hein, je suis bavard. Il y a en gros deux méthodes différentes. Soit on prend un seul indicateur qui nous semble privilégié. On parle souvent des hospitalisations non pertinentes. Je passe sur les questions de mesure, hein. Je vais juste les évoquer très rapidement après. Ou alors on fait une forme de moyenne de différents indicateurs, hein. Voilà, c'est deux les méthodes. On n'a pas tout à fait encore tranché. On est en plein dans la construction de ces territoires contrôle. Alors les données mobilisées, puisque c'est un peu l'objet de notre réunion aujourd'hui. Les données mobilisées, on va en mobiliser trois sortes. Les données de connexion, c'est-à-dire que on va avoir accès, enfin je dis on va avoir, hein, tout ça c'est pas encore complètement inscrit dans le marbre, on devrait avoir accès aux données de connexion, c'est-à-dire on va savoir si les outils numériques sont réellement utilisés et par qui. On ne sait pas jusqu'où on pourra aller dans cette dimension-là. Donc premièrement, est-ce que les outils sont utilisés? On va utiliser les données médico-administratives du SNIRAM. Donc là encore, je vous passe, on espère avoir une bonne partie du SNIRAM sur chaque territoire expérimenté et contrôle. Mais évidemment, on n'est pas du tout sûr de pouvoir accéder à ces données. Ça conditionne énormément le traitement qu'on pourra faire, évidemment. Mais là, on est dans l'expectative, on va faire une demande. Et évidemment, il n'y aura aucun lien entre les données de connexion et les données on ne pourra pas faire un lien entre l'utilisation des plateformes et les données du SNIRAM. Parce que là, ce serait dans le temps imparti qui est de 2 ans, 2 ans et demi, on n'a aucune chance d'avoir l'autorisation de pouvoir lier ces types de données. Et puis, il y a des enquêtes ad hoc, hein, et du qualitatif aussi, auprès des patients, des utilisateurs des plateformes et des professionnels de santé, hein, pour avoir une appréciation plus qualitative, hein, de l'accueil, hein, de l'acceptabilité de ces dispositifs par à la fois les professionnels de santé et les patients utilisateurs de ces plateformes. Alors, vous voyez qu'en termes de résultats, sur des indicateurs quantitatifs, si on arrive à trouver des territoires contrôle pertinents et des indicateurs susceptibles d'être impactés par ces nouveaux types d'organisation des soins, on peut espérer avoir des résultats. Bon, il y a plein de questions qui se posent, parce que vu comme ça semble un design assez propre. Dans la réalité, ça l'est beaucoup moins, puisqu'on voulait parler de réalité, puisqu'évidemment, s'accompagne de ces outils numériques des réorganisations des soins, hein, puisque c'est les ARS qui sont souvent pilotes de ces territoires de santé numérique. Donc derrière ces outils numériques, il y a aussi des réorganisations. L'enjeu un peu, c'est
bon, je vais être un peu brutal, mais se faire disparaître les réseaux pour qu'ils soient regroupés justement autour des plateformes, qu'ils ne soient pas centrés sur des pathologies. Hein. C'est un peu l'objectif, c'est à peine caché. Donc derrière, il y a des réorganisations. Hein. Il y a des réorganisations. Donc ça va être extrêmement difficile d'isoler les effets propres des outils, des réorganisations. Les deux sont complètement liés. Hein, complètement liés. Et on n'est même pas sûr que ces organisations ne touchent pas les territoires contrôle. Hein. Parce qu'évidemment, l'ARS, elle ne va pas s'arrêter au territoire contrôle, au territoire expérimenté. Donc, voilà, on est face à... Ça, c'est la réalité du terrain dans une évaluation qui est certainement très, très vaste, trop vaste pour mener une expérimentation extrêmement précise, extrêmement rigoureuse. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait n'a pas d'intérêt, sinon je ne serais pas là. Mais il faut qu'on ait ça en tête. Il faut qu'on ait ça, c'est multifactoriel, plein de choses se passent en même temps, et qu'on essaye, autant que faire se peut, d'isoler les effets. Mais c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que pour nous, l'aspect qualitatif, c'est-à-dire comprendre au plus près comment notamment les professionnels de santé réagissent, hein, quels sont les obstacles à l'utilisation, c'est sans doute une partie aussi très importante pour pouvoir interpréter nos résultats. Parce que si on les interprète brutalement par une diff, on dira sans doute n'importe quoi. Donc il faut qu'on soit sans doute très très attentif à comprendre sur le terrain réellement ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation extrêmement synthétique. Je vais simplement te poser une question, mais que tu garderas pour la discussion générale, parce qu'en fait, elle permet aussi d'introduire les deux présentations suivantes, qui est de savoir quel est le moment idéal pour penser le groupe témoin, et en particulier, est-ce que dans le cas présent, avoir pensé le groupe témoin avant plutôt qu'après aurait fait une différence? Et donc, c'est une façon pour moi de faire un lien à la fois vers Marine et puis ensuite vers Axel, puisque cette question-là est celle qui s'est posée dans le cadre de l'évaluation, en tout cas pour la CNAM. Bonjour à tous. Donc, je suis Marine Jantet, la directrice des risques professionnels à la CNAM. Donc, je m'occupe de toute la branche accident du travail, maladie professionnelle. Et je suis ici pour vous présenter un projet et surtout une évaluation de ce projet qui est mené par Ospinomix. Il s'agit d'un projet en fait d'accompagnement. Vous savez que la CNAM propose de plus en plus de services de case management, en fait, d'accompagnement de victimes, de patients. Et là, c'est pour des victimes d'accidents du travail très graves. L'idée, c'était évidemment une logique un peu de gestion du risque et d'offre de services vis-à-vis de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'environ 40% de nos prestations versées dans le cadre du risque AT-MP correspondaient à 2% de la sinistralité. En fait, on a des cas très graves qui coûtent effectivement très cher, comme du côté maladie. Et du coup, on propose un service on s'est inspiré de ce qui existait déjà dans d'autres pays européens. Les Allemands et les Suisses, notamment, ne nous avaient pas attendus et eux étaient depuis 10 ans dans un programme de ce type de réhabilitation extrêmement précoce et de réinsertion rapide sur le monde professionnel. Et donc, on a monté un programme, c'est dans le cadre de la COGE AT-MP qui a été signé en fin 2013 depuis début 2014, un programme assez innovant dans 5 CEPAM, donc 3 régions, le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France et le PACA, enfin à Nice au sein de PACA. Et l'idée, c'est d'arriver donc de prendre en charge les patients dès le début dès qu'on a leur déclaration d'accident du travail et d'avoir une personne qui les suit et qui les aide dans leur parcours de réhabilitation et après aussi de proposer une réinsertion très rapide sur le monde professionnel, soit d'envisager une reconversion si on voit qu'ils ne pourront jamais reprendre leur travail, soit de permettre des aménagements du poste de travail le plus en amont possible. Voilà, donc c'est une logique en fait assez nouvelle pour la branche parce qu'on était plutôt versé sur des aspects d'action de prévention primaire. Là, on se met à faire une action de prévention secondaire sur éviter les complications et les risques de désinsertion professionnelle qui sont extrêmement coûteuses et pour évidemment nous en tant qu'assureurs, mais évidemment avant tout pour les assurés concernés et les entreprises qui pourraient être amenées à rencontrer à avoir ces salariés. Pour vous faire très court, en fait, on est sur ce service, il est situé dans les CEPAM et on a une personne qui est en lien avec le médecin conseil, qui appelle le médecin, qui est en lien avec le médecin traitant. On s'est rendu compte d'ailleurs que c'est nous souvent qui prévenions actuellement les médecins traitants de l'accident de leurs patients, parce qu'on arrive à avoir une déclaration très précoce, parce que la déclaration d'accident de travail doit nous arriver dans les 48 heures.
Et puis, donc après, il se met en place tout un système de coordination avec aussi, évidemment, le service social des caisses pour essayer de prendre en charge le plus rapidement possible ces patients. Vous aurez la présentation PowerPoint sur le site si vous voulez des informations. Je vais passer plutôt à la partie évaluation parce que c'est ça qui est quand même le plus intéressant. Ça a commencé en fin d'année dernière. Là, on est, si je ne me trompe pas sur les chiffres, voilà, on est à peu près à... on a plus de 200 assurés qui sont adhérents à ce service, donc en un an, un peu moins d'un an. Donc on est quand même assez content. On a en gros un taux d'adhésion, pour vous donner, de 45%. Enfin, en gros, on est à peu près à un peu moins d'un assuré sur deux à qui on propose ce service qui l'accepte, en gros, comme idée. Voilà, donc en fait, notre sujet, c'était effectivement, là on est dans le cadre d'une coche, comme je vous l'ai dit, nous on signe des coches pour 4 ans, donc il faut qu'on rende des comptes à la tutelle au bout de 4 ans. Alors, le temps de lancer ce genre de programme et de lancer effectivement une évaluation, parce que pour une fois, l'évaluation a été envisagée avant, comme le disait Lise, ce qui est déjà un progrès, parce que c'est pas toujours comme ça dans ce type de projet. Mais pour autant, c'est toujours un peu plus long, parce qu'en plus on avance en marchant. Je ne vous cache pas qu'on a évolué aussi dans notre manière. On voit bien en fonction de ce qui marche ou pas, on adapte aussi nos modalités d'intervention. Là, on est en train de préparer un projet spécifique pour les lombalgiques, parce qu'on voudrait, c'est encore un cas d'accidenté particulier, et on sait qu'on a encore plus de mal à les remettre dans le monde du travail, donc on va leur faire des circuits courts d'école du dos, enfin voilà, des actions un peu spécifiques. Donc tout ça, et ça, c'est pas encore lancé, donc c'est pas très simple à lancer. Mais pour autant, on a réfléchi, donc on a inscrit d'emblée le principe d'une évaluation médico-économique. Donc c'est Ospinomics qui a été retenu pour la mener. Et l'objectif, c'est évidemment de voir l'impact, l'efficacité du programme en termes de reprise du travail. L'objectif final, c'est évidemment de voir si on a un impact en termes de reprise plus précoce du travail, et du coup, pour nous, de réduction à la fois du taux d'incapacité permanente du patient, parce qu'on espère qu'avec une prise en charge plus anticipée, plus précoce, il aura moins de séquelles, et puis évidemment moins d'IJ pour nous, moins de rente à payer, et puis donc cette espèce et évidemment une meilleure qualité de vie aussi côté assuré. Donc on a cet ensemble, ça c'est l'aspect bénéfice, et puis évidemment il y aura l'aspect coût pour l'assurance maladie, y compris le coût du service en tant que tel. Et je ne vous cache pas que ça aussi, vous avez peut-être suivi un petit peu le sujet de Sophia, qui est un autre programme de l'assurance maladie. Ça coûte cher quand même d'avoir des gens qui s'occupent de ce genre de programme. Et là, en plus, on se rend compte, au bout de à peu près 10 mois de fonctionnement, que ça nous coûte cher en médecins, en temps médical, parce qu'en fait, c'est des médecins qui appellent les autres médecins, qui appellent les médecins du travail et autres, et la denrée médicale est une denrée chère. Donc voilà, on verra bien aussi ce que ça donnera. Donc justement, pour en venir à cette fin, on a voulu faire on a besoin d'action aussi, un groupe témoin, parce qu'on a donc, comme je vous l'ai dit, 5 CEPAM qui sont dans le jeu, et on voudrait évidemment avoir un groupe témoin pour pouvoir faire une comparaison sur le devenir de patients à peu près à parier sur une sinistralité équivalente. Mais alors, c'est pas très simple, parce qu'on est dans la vie réelle, là on est et on n'a pas forcément des tissus économiques équivalents, des activités communes des caisses, donc on est en train... et en plus, on avait ce délai, ce problème de temporalité, comme le disait Lise tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'avoir des éléments de premier niveau d'évaluation en 2017. Et si vous voulez mettre en place un système un groupe témoin prospectif, je n'avais pas des résultats avant 2-3 ans, voire plus. Donc du coup, on a eu une méthode un peu pragmatique, qui est de dire, on est dans un premier temps, on va constituer un groupe témoin dans des CEPAM proches, à la fois sur des histoires on va les apparier en termes de tissus socio-économiques de la région, parce que ça, on sait très bien que ça joue énormément. Donc déjà en termes de population globale d'assurés, et puis on va aussi les apparier sur les aspects et trouver des patients qui ont des taux d'IP, enfin des taux d'incapacité permanente à peu près équivalents. Donc on va faire un groupe témoin, mais ce sera sur des données par contre, pour ces CEPAM proches, rétrospectives, ce sera ces données antérieures. Là, on est sur des données de l'année 2015 et on comparera des données de l'année 2013, parce que c'est là où on aura des données complètes
pour pouvoir savoir le devenir de ces... Parce qu'en fait, on a un problème de recul. Il faut que le temps que vous avez un accident grave, le temps que vous faites votre réhabilitation, savoir si ces personnes-là ont repris ou pas le travail, il faut qu'on ait au moins 2 ans de recul. Donc, pour pouvoir comparer, on comparera des données 2013 à des données 2015. Donc, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que rien. Et voilà, c'est toujours difficile. Il faut faire des choix méthodologiques. Et puis par contre, on va faire une analyse à plus long terme pour la suite. Et là, on va constituer pour un groupe de patients qu'on va tirer au sort, on va constituer une vraie cohorte prospective témoin propre, on va dire, beaucoup plus robuste, sur lequel on va pouvoir faire des comparaisons. Mais ça, on aura nos résultats. On est sur des périodes sur 2020, d'après ce que j'ai en tête. Donc on sera dans la deuxième partie de la cohorte et il est possible que nous, on doive décider avant, est-ce qu'on continue l'expérimentation ou est-ce qu'on généralise donc vous voyez, c'est tout le problème de l'articulation entre le temps de l'évaluation et le temps de la décision publique qui est toujours parfois un peu plus rapide que ce qu'on voudrait pour avoir des données propres. Voilà, mais vous aurez toutes ces éléments. On en rediscutera si vous avez d'autres questions plus précises, mais tout sera dans le PowerPoint aussi qui sera mis à votre disposition. Merci beaucoup Marine pour cette présentation et de nous rappeler l'importance justement des temps de la décision et des temps de la recherche qui sont souvent très différents. Et le fait d'être capable, comme on l'a fait ensemble, d'en discuter ouvertement et de trouver des solutions qui sont... je pense que ça, c'est vraiment pour moi un grand enseignement et je te remercie beaucoup. Axel, je me tourne vers vous parce que je vous ai demandé d'intervenir justement toujours sur ce sujet de la randomisation et de son importance et de ce que ça nous apporte. Et on fera peut-être, juste après ces 3 premières présentations, un premier tour de discussion, parce que ces 3 présentations sont assez intriquées, je dirais. Et donc, je passe tout de suite la parole à Axel. Merci. Bonjour, donc, je m'appelle Axel Charpentier, je suis responsable des évaluations et de la capitalisation des résultats au sein de la mission d'animation du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, c'est pas terminé, au sein de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, au sein du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Voilà. Merci. Donc, mon intervention, elle va porter effectivement sur des tentatives en fait d'évaluation. Au sein du fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Donc, dans le cadre du fonds d'expérimentation, donc le FEJ, on a des évaluations d'impact randomisées qui ont été menées à bien, mais il y a également eu des tentatives qui n'ont pas été concluantes. Et au même titre qu'on peut apprendre des évaluations qui fournissent des résultats décevants par rapport aux résultats attendus, on peut aussi beaucoup apprendre des protocoles d'évaluation qui n'ont pas marché pour essayer de ne pas reproduire certains écueils. Donc peut-être quelques mots sur le fonds d'expérimentation avant de commencer. Donc, le fonds d'expérimentation donc, conçu sous l'impulsion de Martin Hirsch en 2008. Ce fonds, en fait, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il soutient en fait des initiatives innovantes qui viennent du terrain, qui cherchent en fait à répondre à des enjeux de politique publique en faveur des jeunes. Et à chaque expérimentation est adossée en fait une évaluation avec l'idée d'essayer de mesurer vraiment précisément les effets des actions sur les jeunes pour pouvoir orienter au mieux les décideurs publics quand il s'agit d'orienter les actions vers les dispositifs les plus efficaces. Donc le fonds d'expérimentation a lancé en fait des appels à projets sur des thématiques très très larges qui couvrent l'ensemble des politiques de jeunesse et à chaque fois, voilà, il y avait un projet qui associait en fait un évaluateur, enfin un porteur de projet déjà avec un évaluateur. Voilà comment le fonds a procédé. Donc ça représente aujourd'hui un peu plus de 700 projets sur lesquels aujourd'hui on peut capitaliser. Et on peut aussi capitaliser sur les démarches d'expérimentation et les démarches d'évaluation qui ont été menées dans ce cadre. Et c'est le propos de mon intervention aujourd'hui. Donc une thématique qui a été retenue dans le cadre du fonds d'expérimentation, c'est la réinsertion et la lutte contre la récidive des jeunes sous main de justice, donc les jeunes qui ont fait l'objet d'une mesure d'incarcération. Donc à ce titre, une dizaine de projets expérimentaux ont été soutenus par le FEJ. Et
ces dispositifs expérimentaux associés en fait au départ, enfin, en tout cas avaient l'ambition de déterminer les effets des dispositifs en termes de prévention de la récidive et en termes de réinsertion des jeunes. Donc avec notamment des protocoles d'évaluation randomisés qui malheureusement ont pas pu être déployés, ou quand ils l'ont été, ont pas respecté en fait les contraintes méthodologiques qui sont afférentes quand on veut déployer des méthodes randomisées, donc à savoir notamment déjà le tirage au sort, travailler aussi sur des effectifs qui sont suffisants, donc des tailles d'échantillons suffisants, et puis la question bien entendu du suivi de la population expérimentale, donc mener à bien les enquêtes à la fois dans le groupe bénéficiaire mais aussi dans le groupe témoin qui fait l'objet aussi d'un suivi. Donc l'idée vraiment c'est que l'impact est mesuré en fait en comparant la situation des jeunes qui ont été bénéficiaires des actions avec la situation des jeunes témoins qui eux n'ont pas été bénéficiaires, et l'impact se mesure par la différence. Voilà. Donc ce qui s'est passé concrètement dans la mise en œuvre de ces expérimentations, c'est des difficultés qu'on peut penser être propres à la situation carcérale. Dans certains cas, par exemple, on avait des programmes qui articulaient à la fois des séquences de formation, par exemple, des jeunes en prison, avec des séquences à l'extérieur, où quand le jeune sortait, il continuait dans un parcours d'accompagnement. Et ce qui a pu être difficile pour le porteur de projet, c'est par exemple cette temporalité en fait de la sortie qui n'est pas toujours connue finalement. Donc c'est-à-dire que on avait une population expérimentale avec des jeunes qui commençaient dans un parcours pendant l'incarcération, mais la date finalement de la libération n'était pas connue, ou parfois on pensait qu'elle était connue, puis entre-temps de nouvelles condamnations sont tombées, etc. Ce qui évidemment compliquait beaucoup la donne s'agissant de la mise en œuvre des projets. Et donc évidemment ces difficultés qui se sont répercutées sur l'évaluation ont conduit finalement à abandonner les protocoles d'évaluation randomisés. Donc ça pose plusieurs questions, et ça pose notamment la question en fait de la préparation de ces protocoles d'évaluation. Et ça implique notamment que sur ce volet, en tout cas, les protocoles n'ont pas forcément été très bien préparé. C'est vrai qu'il y a eu au lancement du FEJ un lancement d'un grand nombre de projets, donc il a fallu très rapidement organiser cet appariement entre les porteurs de projets et les évaluateurs. Donc il y avait finalement très peu de temps pour mener cet appariement entre le porteur et l'évaluateur. Par la suite, le fonds d'expérimentation a développé, a actualisé finalement cette procédure de sélection entre les évaluateurs et les porteurs pour permettre un appariement de meilleure qualité. Mais il y a eu vraiment cette difficulté au départ, et ce que ça révèle finalement, c'est l'importance, quand on veut mener des protocoles d'évaluation randomisés, c'est l'importance de travailler finalement le projet bien en amont finalement de la mise en œuvre des actions, de s'assurer aussi que les équipes qui sont mobilisées sur les protocoles connaissent bien à la fois le domaine. Par exemple, là, typiquement la situation carcérale sur certains aspects se prêtait pas finalement au tirage au sort, et posait vraiment la question de la faisabilité de ce type de protocole. Un autre enjeu aussi sur la connaissance du terrain, en fait, c'est la connaissance du public et la capacité des équipes d'évaluation à enquêter. On a pu le voir dans le cadre du fonds d'expérimentation sur d'autres thématiques, notamment en éducation, où on avait des équipes qui connaissaient très bien le terrain, l'institution scolaire, etc., et qui ont pu déployer des protocoles d'enquête très rigoureux, très ambitieux, et qui se sont révélés des vraies réussites. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement sur ces expérimentations qui ont porté sur les jeunes sous main de justice. Un dernier aspect sur la faisabilité des protocoles d'évaluation, c'est encore un enseignement des expérimentations qui ont été menées dans le cadre du FEJ. C'est vraiment l'existence finalement d'un terrain vraiment expérimental, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment
manipuler finalement l'intervention et choisir vraiment quel jeune peut être bénéficiaire, quel jeune ne peut pas être bénéficiaire. Dans la situation, dans le domaine pénal, par exemple, en prison, la possibilité pour un jeune d'accéder à un dispositif, ça va dépendre fortement de son comportement. Donc du coup, ça restreint quand même d'emblée beaucoup les échantillons, et donc ça repose encore une fois la question de la faisabilité. Donc cette question, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un terrain expérimental qui se prête finalement au déploiement de la méthode. Et puis il y a toute la question de la légitimité finalement du tirage au sort. On a pu le voir dans certaines expérimentations où ça a été difficile, par exemple pour des travailleurs sociaux, de à la fois devoir dire à certains jeunes avec le tirage au sort de leur donner accès et puis de devoir renoncer finalement à leur pouvoir décisionnel pour d'autres jeunes. Ça a impliqué par exemple que sur une expérimentation en santé qui a été menée dans le cadre du FEJ, ce sont tout simplement des assistants de recherche en fait des équipes de l'équipe d'évaluation qui se rendaient dans les missions locales qui prescrivaient les dispositifs et qui eux-mêmes faisaient en fait ce tirage au sort et orientaient le jeune vers le dispositif ou vers le droit commun. Donc il y a toute cette question aussi finalement de la légitimité, et puis il y a un travail de pédagogie qui est vraiment très important pour le coup à faire auprès des porteurs et auprès finalement des opérateurs qui sont le plus en lien avec les jeunes. Voilà ce qu'on peut dire des enseignements du fonds d'expérimentation sur la faisabilité des protocoles d'évaluation aléatoire.